Prêt pour le marathon le plus tordu et le plus mortel de l'histoire de la littérature? Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un de ces livres qui vous retourne le cerveau et qui vous laisse au bord de la route, complètement vidé. On va décortiquer Marche ou crève de Stephen King. Salut YouTube, petit message juste pour t'avertir que cette vidéo contient du spoil. Si tu n'as pas encore vu le film, lu le livre ou joué au jeu dont je parle dans cette vidéo, c'est le moment de quitter la vidéo, sinon, tant pis. Et pour vous donner une idée, je vous spoil direct le truc le plus dingue. À la fin, le gagnant, le seul survivant, pète complètement les plombs et continue de marcher vers la folie. Au programme, un résumé garanti 100% spoiler, des analyses psychologiques de Bar du Coin et bien évidemment quelques blagues sur des gens qui ont mal aux pieds, au point d'en mourir. Accrochez-vous bien, le départ est imminent et la ligne d'arrivée, disons qu'elle est purement théorique. Partie 1, la mise en jambe, sans spoiler. Avant de plonger la tête la première dans le bain de sang, remettons les choses dans leur contexte pour ceux qui n'ont pas encore eu le plaisir, ou la douleur, de lire ce chef-d'œuvre de cruauté. Le concept de Marche ou crève est d'une simplicité terrifiante. Chaque année, le 1er mai, 100 ados volontaires se lancent dans une épreuve d'endurance absolue. Les règles, imposées par une figure autoritaire qu'on appelle le commandant, sont limpides. Les marcheurs doivent maintenir une vitesse constante d'environ 6,5 km/h. S'ils ralentissent, ils reçoivent un avertissement. Au bout de 3, ce n'est pas l'élimination façon Koh-Lanta, non, ils reçoivent ce qu'ils appellent un ticket. Et ce ticket, c'est une balle dans la tête, tirée sans la moindre hésitation par les soldats qui les escortent. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. La marche s'arrête quand il ne reste plus qu'un seul survivant. Le gagnant remporte le prix. Absolument tout ce qu'il peut désirer pour le reste de sa vie. 100 partants, un seul survivant. Ce qui est fascinant, c'est l'histoire de ce livre. Marche ou crève est l'un des tout premiers romans écrits par Stephen King à l'époque où il était encore étudiant. Mais il ne l'a pas publié sous son propre nom. Il a utilisé le pseudo de Richard Bachman. C'est en quelque sorte son double maléfique. Les romans de Bachman sont connus pour être plus sombres, plus cyniques, plus bruts, sans le côté fantastique ou surnaturel qu'on associe souvent à King. Marche ou crève, c'est du King pur jus, mais tellement distillé qu'il ne reste que l'essence la plus noire. L'horreur, ce n'est pas un monstre planqué dans les égouts ou un hôtel hanté. L'horreur, c'est l'être humain et la société qu'il s'est construite. D'ailleurs, après des décennies d'attente, une adaptation au cinéma est enfin prévue pour 2025, réalisée par Francis Lawrence, le même réalisateur que la saga Hunger Games. Petit aparté, du coup, j'ai vu le film, la vidéo sort plus tard que prévu. Du coup, pas mal de différences entre les deux. Si vous voulez un épisode complet, dites-le moi et j'essaierai d'en faire un. À savoir que la différence la plus flagrante, c'est le gagnant à la fin. Dans le film, c'est lui qui gagne et dans le livre, c'est lui. Voilà. Ce livre est une expérience complètement paradoxale. La lecture est éprouvante physiquement et mentalement. On a mal pour les personnages, on sent l'épuisement nous gagner au fil des pages et pourtant impossible de le lâcher. C'est un page-turner hypnotique qui nous force nous aussi à continuer de marcher, à tourner les pages encore et encore juste pour savoir qui sera le prochain à tomber. Dans cette vidéo, on va faire ce que les marcheurs n'ont pas le droit de faire. On va s'arrêter sur les moments clés, analyser ce qui se passe dans la tête de certains de ces gamins et tenter de comprendre le message terrifiant que King nous balance en pleine figure. Le point de non-retour. Attention spoiler. Et voilà, c'était votre dernière chance de faire demi-tour, la dernière sortie avant l'autoroute pour Spoilerland. À partir de maintenant, on déballe tout, de la première ampoule au dernier souffle. Les morts, les alliances, la fin qui vous laisse en PLS, tout y passe. Si vous n'avez pas lu le livre ou vu le film et que vous comptez le faire, c'est le moment de mettre pause et de filer le dévorer. Pour les autres, les braves, les curieux, enfilez de bonnes chaussures, on y va. Partie 2, le marathon mortel, résumé avec humour. Le départ, l'illusion de la compétition. La marche débute au petit matin, dans le Maine, non loin de la frontière canadienne. L'ambiance a un côté étrangement festif. Il y a les familles, les encouragements. On se croirait presque au départ d'une colo, si on fait abstraction du commandant et de ses soldats armés jusqu'aux dents. Parmi les 100 jeunes hommes, on se focalise sur le numéro 47, notre protagoniste, Raymond Garati. C'est un ado de 16 ans, plutôt banal, qui n'a pas l'air de savoir lui-même pourquoi il s'est engagé dans cette boucherie, et c'est un point essentiel.
La plupart des marcheurs n'ont pas de raison claire, ils sont juste là. Rapidement, des liens se créent. Garati sympathise avec un petit groupe qui va devenir notre point de repère. Il y a Peter McVrice, un gars cynique et brillant, avec une cicatrice sur la joue, qui semble avoir tout pigé au jeu macabre. Il y a Art Baker, le bon pote loyal et solide. Et puis il y a les autres, les archétypes, le détestable Gary Barkovitch, qui adore provoquer les autres en leur promettant de danser sur leur tombe. En Colson, le grand costaud un peu frimeur, Scram, le chouchou du public, un type simple, déjà marié, et enfin Stubbins, le plus énigmatique de tous, silencieux, observateur, qui marche avec une facilité déconcertante. Les premiers kilomètres sont empreints de naïveté, les garçons plaisantent, se testent, la réalité les rattrape violemment. Un certain Curley est pris de crampes. Il prend ses 3 avertissements en quelques minutes, puis une détonation claque. Le premier ticket est distribué, le jeu n'en était pas un. La mort est réelle, et c'est la seule règle qui vaille. Le choc est brutal, l'insouciance se volatilise, remplacée par une peur sourde. Ils sont 99 et la marche ne fait que commencer. Le milieu de course, la déshumanisation en marche. Au fil des heures, puis des jours, la marche devient une lente dégradation physique et mentale. King excelle à décrire la souffrance avec une précision presque chirurgicale. Les ampoules qui éclatent, les crampes qui paralysent, la faim, la soif, la fatigue qui ronge chaque fibre du corps. Les corps lâchent les uns après les autres, mais le plus terrifiant, c'est la dégradation psychologique. Les marcheurs perdent de la notion du temps, leurs pensées deviennent un brouillard confus, un mix de souvenirs, d'hallucinations et d'obsessions. Ils ne sont plus des individus, mais des numéros sur un dossard. Leur identité se dissout dans la douleur. Ils deviennent des morts vivants, avançant comme des automates. C'est ce qui arrive à Hank Colson, un des premiers du groupe de Garati à lâcher. Il ne parle plus, il a les yeux vides, le corps brisé. Il avance jusqu'à ce que les soldats l'abattent. Il a littéralement marché jusqu'à l'extinction de son esprit. Pourtant, au cœur de cette horreur, des liens se tissent. Une camaraderie étrange naît de cette souffrance partagée. McVrice, malgré son cynisme, sauve Garati plusieurs fois, le relevant quand il tombe, le forçant à manger. Pourquoi aider un adversaire ? Parce qu'à ce stade, leur ennemi commun n'est pas les autres, mais la marche elle-même. Ils se racontent leur vie, leurs peurs, leurs amours. C'est leur façon de rester humains, de se souvenir qu'ils étaient quelqu'un avant d'être un numéro. Et pendant ce temps, il y a la foule. Sur le bord de la route, des milliers de spectateurs les acclament. Ils brandissent des pancartes, leur tendent à manger, parient sur leurs favoris. C'est là qu'on trouve la critique la plus féroce de notre société du spectacle. La foule est un monstre sans visage, fasciné par la souffrance avide de sang. Pour elle, les marcheurs ne sont pas des enfants en train de mourir, ce sont des gladiateurs, les héros d'une télé-réalité ultime. Ils applaudissent la mort comme on applaudit un but. King nous tend un miroir glaçant. Ce public voyeur, c'est nous. Les kilomètres finaux, l'effondrement. La marche s'étire. Les marcheurs tombent comme des mouches. Le groupe de Garati se désintègre. Barkovitch, le provocateur, finit par s'arracher la gorge dans un accès de folie. Scram, le grand favori, tombe malade et, dans un dernier geste de dignité, décide de s'asseoir et d'attendre son ticket. Sa mort est l'un des moments les plus poignants du livre, un éclair d'humanité dans la barbarie. Le bon Art Baker, l'ami fidèle, finit lui aussi par rendre les armes, simplement épuisé, dans un moment d'une tristesse infinie. À ce stade, la mort n'est plus un choc, c'est une routine, une formalité. Il ne reste que les plus résistants, ou peut-être les plus fous. Le trio final se dessine, Garati, McVrice et le mystérieux Stubbins. Le roman bascule alors dans une dimension encore plus psychologique. Stubbins, qui semblait glisser sur la route sans effort, révèle enfin son secret. Il est le fils illégitime du commandant. Toute sa vie, toute sa marche n'avait qu'un seul but, être reconnu par ce père qu'il a toujours nié. Sa motivation n'était pas le prix, mais une quête désespérée d'amour. Une révélation tragique qui change tout. Il n'était pas un surhomme, juste un gamin en manque d'un père. La fin est une hécatombe émotionnelle.
Stebbins, après avoir tout donné, s'effondre raide mort. Il ne reste plus que Garati et McVrice, deux amis, deux frères d'armes, devenus les ultimes rivaux. McVrice, à bout de force, s'arrête. Il choisit la mort pour que son ami vive. Le sacrifice ultime. Garati est le vainqueur. Il est le seul survivant. Les soldats s'arrêtent, le commandant s'approche pour le féliciter. La foule est en délire, mais Garati ne s'arrête pas. Il ne peut pas s'arrêter. Son corps et son esprit ont été brisés, reformatés par la marche. Il a gagné, mais il a tout perdu, y compris lui-même. Il voit une silhouette sombre devant lui, qui lui fait signe de continuer. Il sent une main sur son épaule et, incapable de faire autre chose, il se met à courir. Fin. Partie 3. L'analyse post-course. Pourquoi ce livre est un chef-d'œuvre. Et cette fin, mon Dieu, cette fin. C'est sans doute l'une des plus discutées et terrifiantes de toute l'œuvre de King. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Garati est-il devenu fou? La silhouette est-elle celle de la mort? Le fantôme de McVrice ou de Stebbins? Ou juste une hallucination, le symptôme d'un esprit qui a franchi la ligne d'arrivée de la raison? Il n'y a pas de bonne réponse et c'est ce qui la rend si puissante. Gagner la marche, c'est perdre son humanité. La victoire est une défaite. Le seul moyen de survivre à une épreuve pareille, c'est devenir soi-même une machine à marcher qui ne sait plus s'arrêter. Mais Marche ou crève, c'est bien plus qu'un suspense. C'est une claque sociale d'une violence rare. Écrit en pleine guerre du Vietnam, le roman est une métaphore de l'absurdité d'envoyer des jeunes mourir pour des raisons floues, sous les ordres d'une autorité lointaine et froide. C'est une parabole sur le totalitarisme où l'État transforme la mort en spectacle pour garder le contrôle. C'est aussi une critique incroyablement prophétique de la télé-réalité, transformer la souffrance humaine en divertissement de masse. Ça vous dit quelque chose? Pensez à Hunger Games ou Battle Royale. Marche ou crève est leur ancêtre direct, en plus brut, plus désespéré. Mais le vrai génie du livre, c'est sa métaphore de la vie elle-même. La longue marche, c'est la vie. On est jeté sur une route avec des règles qu'on n'a pas choisies et on doit avancer sans cesse. Marcher ou crever. On se fait des amis, on en perd, on affronte la douleur, le doute, et à la fin, la mort nous attend tous. La question que pose le livre n'est pas comment gagner, mais comment marcher. Avec cynisme, haine, dignité ou amitié, les liens que Garati tisse avec les autres ne les sauvent pas, mais ils donnent un sens à leur marche. Ils leur permettent de mourir en humain et pas en numéro. Le style de Bachman est crucial. Il n'y a pas d'échappatoire surnaturel. Le mal n'est pas une créature, il est en nous. Dans la cruauté des règles, dans le voyeurisme de la foule, dans la capacité des marcheurs à continuer envers et contre tout. C'est un réalisme implacable qui rend la lecture si viscérale. On ne lit pas Marche ou crève, on le vit. On sent l'asphalte sous les pieds, la pluie sur le visage et le souffle froid de la mort dans le cou. Conclusion. Marche ou crève n'est pas juste un roman d'horreur, c'est un thriller psychologique, une dystopie politique et une fable philosophique sur la condition humaine. C'est une lecture qui vous met KO, le cœur en miettes et le cerveau en ébullition, avec cette question qui tourne en boucle. Et moi, j'aurais tenu combien de kilomètres? C'est une expérience littéraire unique, éprouvante et inoubliable. Du Stephen King à son sommet brut de décoffrage. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce livre? Quelle est la scène ou la mort qui vous a le plus marqué? Et surtout, comment vous interprétez cette fin dévastatrice? Garati est juste devenu fou ou il y a autre chose? Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai vraiment très hâte de lire vos théories. Si cette autopsie au kilomètre vous a plu et que vous voulez d'autres analyses de classiques, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, c'est votre façon de me ravitailler pour continuer la marche. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines étapes. On se retrouve très vite pour une prochaine aventure et d'ici là, marchez prudemment.